Bien, bonsoir à toutes et tous. Allez, je vous propose d'ouvrir ce conseil communautaire, comme d'habitude, en présentant les excuses de plusieurs élus. Didier Topinche, Martine Boutet, qui a donné son pouvoir à Jérémy Boisseau, Nadia Boireau, qui a donné son pouvoir à Dominique Parpech, Annabelle Laforge, qui a donné son pouvoir à Jean-Marie Baudin, Monique Thorinche, qui a donné son pouvoir à Éric Marchal, Guillaume Lochon est excusé et Marjorie Dupé excusée et a donné son pouvoir à Alain Fontaneau. Ensuite, bien comme d'habitude, nommer un ou une secrétaire de séance. Merci. Corinne, comme d'habitude. Et puis, première étape, l'approbation du compte-rendu du dernier conseil communautaire, celui du 15 décembre. Avez-vous des observations à faire sur ce compte-rendu ? S'il n'y a pas d'observation, on va passer à son approbation. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Moi, je voudrais juste remercier Gaël et puis la dame qui tape les comptes rendus. Parce qu'autant pendant un moment, on avait un grand décalage, mais maintenant, on est revenu dans un circuit qui est beaucoup plus normal et beaucoup plus agréable pour vous et pour chacun d'avoir le PV de la commission précédente. Donc, je tenais à remercier et les services de la CDC et la personne qui tape, même si quelquefois, c'est un peu confus. Bien, c'est noté. Allez, on commence par le premier point, la mise à jour des commissions suite à la demande de plusieurs communes. Il vous est proposé ce soir de mettre à jour les commissions. Alors, avec pour la liste des titulaires, pour la commune de Benon, en remplacement d'Alain Tréton, Thierry Rambaud à la commission Finances et Monique Chaillet-Cousson à la commission Vie sociale. Notez les démissions de Béatrice Brault pour la commune de Charon, qui était à la commission Aménagement, et la démission de Philippe Autré de Cran-Chaban, qui était à la commission Culture. Et pour la liste des suppléants, donc mise à jour avec pour la commission Transition écologique et mobilité, donc l'arrivée de Raymond Landré de Benon, pour la commission Aménagement Chloé Bedel de Benon, pour la commission Développement économique, Monique Chaillet-Cousson de Benon, pour la commission Vie sociale, Sonia Texido de Benon, pour la commission Enfants, Jeunesse et Sport, François Guérin de Benon et Patrick Sicard de Saint-Jean-de-Liversé, la commission Eau, Action environnementale, Chloé Bedel de Benon, la commission Culture, Sonia Texido de Benon, et la commission Tourisme, pardon, et pour la commission Culture aussi Sonia de la commune de Benon. Avez-vous des remarques à faire sur cette proposition de mise à jour? Laurent? En titulaire suppléant, tu te souviens? Est-ce qu'on peut revenir juste et rajouter du coup si vous en êtes d'accord? Donc on avait reçu un message, tu nous avais envoyé un message, c'est ça? Ouais, bah donc si tu peux juste nous transmettre la délibération et donc la proposition est de rajouter à la commission culture Monsieur Patin de Cran-Chaban. Ah d'accord, ok. Donc si on peut revenir juste à la diapo, hein, puisqu'il y a eu une démission. Voilà, une démission donc en remplacement de Philippe Autré. C'est donc Monsieur Patin qui le remplace pour la commission culture pour Cran-Chaban. Parfait. Pas de remarques? Allez, s'il n'y a pas de remarques, on passe aussi à l'approbation de cette mise à jour. Est-ce qu'il y a des contre? Pas d'abstention non plus? Très bien. Le pacte de gouvernance, comme vous savez, la loi qui s'appelle Engagement et proximité nous avait demandé de délibérer rapidement après les élections et d'élaborer un pacte de gouvernance que nous avions fait, un débat qui s'était tenu en janvier dernier, il y a un an déjà, sur ce nouveau pacte de gouvernance, et puis ensuite avis des communes et une délibération pour valider au mois de mars. Et il avait bien été dit, on est en tout début de mandat, et très certainement, assez rapidement, il vous sera proposé de modifier ce pacte de gouvernance, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque comme vous savez, l'année 2021 a été riche, avec notamment la réalisation de nos documents cadres, et notamment le schéma de mutualisation qui amène la constitution de 2 commissions, notamment, et puis d'autres choses, évidemment, ont aussi eu lieu. Donc, il vous est proposé ce soir cette modification, alors avec le calendrier de l'an dernier, qui est le calendrier officiel. Donc, dans un premier temps, un débat sur cette proposition de modification du pacte. Les communes auront 2 mois
pour délibérer, et puis ensuite on reviendra devant le conseil communautaire, donc au mois d'avril, pour le valider. Alors, quelles sont précisément les modifications qui vous sont proposées ce soir? Tout d'abord, remplacer Alain Tréton à la délégation. On va commencer par la première. Oui, c'est ça. Des mises à jour des délégations au président et au bureau que nous avons validées en conseil communautaire le 15 septembre dernier. Donc, c'est simplement les inscrire puisque nous avons délibéré sur ces modifications, donc les inscrire dans le pacte de gouvernance. Ensuite, le remplacement d'Alain Tréton par Jean-Marie Baudin comme conseiller délégué aux ressources humaines. L'introduction, oui, ça c'est important aussi, l'introduction d'un suppléant pour les membres du bureau communautaire. C'est une demande qui nous avait été faite, notamment au début par Sonia Texido. Et comme quelquefois en bureau communautaire, puisque comme vous savez, ce sont les maires qui constituent le bureau communautaire et quelquefois pour différentes raisons, eh bien, on est indisponible. Donc la proposition qui vous est faite, c'est de désigner un suppléant au maire pour les membres du bureau communautaire. Alors ces suppléants seront donc évidemment à désigner dans les communes par un conseiller communautaire ou bien, si ce n'est pas le cas, le suppléant à l'élu communautaire. D'accord? Je répète, un suppléant au bureau qui sera dans un premier temps un conseiller communautaire de la commune, et donc c'est évidemment à chaque commune de le désigner. S'il n'y a pas d'autres conseillers communautaires dans la commune pour les petites communes, eh bien c'est le suppléant de ce conseiller communautaire. Est-ce que vous en êtes d'accord? Donc autrement dit, principalement des élus qui siègent dans le conseil ou qui sont suppléants du conseil. Ça, c'est un point. Et puis ensuite, je vous disais, notamment avec le schéma de mutualisation, il y a eu la mise en place de 2 commissions, enfin, tout du moins la proposition de mise en place de 2 commissions. Donc, un groupe de travail qui a été créé pour la mise en œuvre du schéma de mutualisation, ce que je vous disais à l'instant, et puis une commission qui va être créée, une commission mixte ressources humaines, pour mettre en œuvre la démarche de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences qui va se mettre dans le schéma de mutualisation. Et puis une commission commande publique qui a été créée, qui s'est d'ailleurs réunie tout à l'heure, mais qui n'a pas été inscrite dans le pacte de gouvernance. Il vous est aussi proposé de profiter de cette révision pour l'inscrire. Donc vous voyez, 3 commissions, un suppléant pour le bureau, mise à jour des délégations et mise à jour des délégations telles que le Conseil communautaire a voté le 15 septembre dernier. Avez-vous des remarques? Oui, Corinne. J'ai juste une question. Là, il y a une mise à jour des délégations suite à la démission d'un conseiller délégué. À chaque fois qu'il y aura une démission d'un conseiller délégué, il faudra... Attention, un conseiller qui a une délégation. Qui a une Non, mais qui a une délégation, excuse-moi, le terme n'est pas bon. Ouais. Non, mais si, tu as le bon terme, mais c'est non, mais j'avais mis dans le désordre. Ouais. À chaque fois, il faudra modifier le pacte de gouvernance. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui sera... Et donc, redélibérer... c'est nominatif, on est obligé de mettre le nom, quoi. Oui, non, mais c'est simplement que s'il y a quelqu'un qui fait un choix de partir et ou que toi, tu décides de modifier les délégations, ça veut dire qu'il faudra qu'on redélibère dans les communes et on redélibère. Mais on peut... Je trouve juste que sur cet aspect-là, qui est un aspect, je veux dire, de la vie d'une collectivité, je trouve que c'est assez lourd. Après, ça n'est que mon avis. Non, mais c'est vrai que tu as raison, mais on peut penser que d'ici la fin du mandat, on aura très certainement l'occasion de revoir encore ce pacte de gouvernance, puisque c'est une collectivité, comme tu dis, qui vit, et donc vivant, évidemment, des choses évoluent, mais comme c'est nominatif, de toute façon, on est bien obligé, mais après... On ne modifiera pas le pacte de gouvernance, d'ailleurs là on sait qu'on profite d'un certain nombre de points, parce que comme tu dis, derrière ça veut dire qu'il faut demander à chacune des communes de délibérer, etc. etc. Administrativement c'est lourd, donc on va regrouper, mais je ne sais pas, on verra la suite, mais effectivement ça fait partie des possibilités. Donc, pour cette proposition, comme je dis, dans un premier temps, c'est une proposition, puisqu'ensuite les communes donneront leur avis et on redélibérera suite aux avis des communes. Avez-vous des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Pas d'abstention non plus. C'est parfait, merci. Allez, on attaque le débat d'orientation budgétaire. Alors, dans un premier temps, vous rappeler que nous avons l'obligation de présenter un rapport sur les orientations budgétaires dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget qui se fera le 23 mars, mais évidemment, vous aurez le calendrier en fin de réunion. Donc, nous avons l'obligation, comme je dis, de présenter ce rapport. Ce rapport doit être suivi
d'un débat et la délibération de ce soir, hein, mais je le dis tous les ans, mais je répète, hein, la délibération, c'est simplement pour acter le débat, hein, c'est pas pour valider les chiffres qui vont être donnés dans le ROB maintenant, quoi, hein, dans le rapport maintenant, quoi, hein. Donc, c'est pour acter le débat qui suivra la présentation de ces orientations budgétaires. Alors, comme d'habitude, hein, on va commencer par quelques données nationales sur le contexte économique. Tout d'abord, en 2021, la croissance de la France, hein, la croissance du PIB a atteint 7%. C'est un record après la récession de 2020 qui était de moins 8%. Eh bien, ce bond, qui s'annonce comme un des plus forts de la zone euro, surpasse la prévision de l'INSEE, et c'est un bond, mais comme vous savez, situation exceptionnelle, qui ne s'était pas produit depuis 52 ans. Certains secteurs continuent à avoir des difficultés, le tourisme, l'événementiel, la hôtellerie, mais l'immense majorité des secteurs français redémarrent fort. Deuxième chose, la hausse de l'inflation accompagne la reprise de l'activité. Selon l'INSEE, le taux d'inflation est de 1,6% en 2021 et la loi des finances 2022 table sur une progression quasiment identique en 2022 de plus 1,5%. Le déficit public, 8,1% du PIB en 2021 après 9,1% en 2020. Et la loi des finances l'estime à moins 4,8% en 2022. Enfin, le taux de chômage, 8,1% au troisième trimestre 2021 en France, 8,1% aussi en Charente-Maritime. Et sur notre zone d'emploi, nous sommes à 8,0%, donc un tout petit peu moins que la moyenne nationale. La loi des finances 2022 n'apporte pas de bouleversement majeur pour les collectivités. Il y aura maintien des dotations de fonctionnement, notamment la dotation générale de fonctionnement, la DGF, reste stable à 26,8 milliards d'euros, avec quelques variations individuelles, des variations qui peuvent être intéressantes pour nous. Exemple, la dotation de biodiversité passe de 10 millions d'euros à 24 millions d'euros, sera versée sous certaines conditions aux communes situées dans un parc naturel régional, ce qui est le cas de 19 communes de chez nous. Alors, sous certaines conditions, ça veut dire quoi? On est en train de regarder notamment précisément ce qui est inscrit dans cette loi des finances, mais ce qu'on lit aujourd'hui, c'est que les conditions seront donc que cette dotation sera versée aux communes considérées peu denses au sens de l'INSEE, et qui auront un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen de la même strate. Donc on verra les communes qui répondent à ces deux conditions et qui pourront percevoir cette dotation de biodiversité. Ça, c'était donc une remarque sur les dotations de fonctionnement. Maintenant, au niveau de l'investissement, maintien là aussi à l'investissement via la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, et la dotation de soutien à l'investissement local, 2 milliards d'euros au niveau national, 1,04 milliard d'euros DETR, 907 millions d'euros pour la dotation de soutien, la DSIL. Il est noté dans la loi des finances qu'il est demandé au préfet de veiller à ce que ces crédits contribuent à la mise en œuvre des projets de territoire définis dans les CRTE, sans qu'ils soient pour autant réservés aux seules opérations inscrites dans ces contrats, en particulier pour la DETR. Il est aussi dit dans la loi des finances que concernant les priorités thématiques, les préfets sont invités à soutenir les projets qui concourent à la transition écologique des territoires, notamment les projets de rénovation énergétique, de recyclage et d'optimisation du foncier. Le gouvernement, enfin, demande au préfet de porter une attention particulière au financement de la construction et de la rénovation d'équipements sportifs. Voilà ce qui est écrit dans la loi des finances. Juste, cette loi des finances, évidemment, ce n'est pas un document si compliqué que ça, il n'est pas si lourd. Vous avez, évidemment, si vous le souhaitez, vous avez notamment par l'EMF la possibilité de le consulter. Bon, vous verrez ce qui est inscrit et ce qui peut être intéressant, notamment pour nos communes ou notre communauté de communes. Autre chose intéressante dans cette loi des finances, c'est l'évolution des bases, avec une revalorisation des bases terrain, des locaux d'habitation et industriels de 3,4%. On en reparlera tout à l'heure à la présentation des orientations budgétaires. Et puis, vous savez sans doute que suite à la suppression de la taxe d'habitation, les EPCI touchent dorénavant une fraction de TVA
eh bien, il y a une revalorisation du montant de cette TVA de 5,5%. À noter, je le dis juste assez rapidement, que aussi dans cette loi des finances, alors qui a été votée fin décembre, donc il y a assez peu de temps, il est écrit que la fameuse taxe d'aménagement, vous savez, on en parle beaucoup, notamment dans notre pacte financier fiscal, eh bien, il y aurait maintenant un partage de la taxe d'aménagement qui jusqu'ici était facultatif et qui deviendrait maintenant obligatoire lorsque celle-ci est perçue par les communes. Au prorata, le partage se ferait au prorata des dépenses constatées de chacun. Bref, là aussi, hein, on creuse tout ça, on regarde, mais évidemment, on n'est pas les seuls à regarder ce que cela va entraîner. Mais vous savez, c'est une discussion de notre pacte financier. Visiblement, la loi des finances 2022 apporte des modifications sur le partage et le versement de cette taxe d'aménagement. Voilà, on passe maintenant à la CDC, et puis en commençant par une petite rétrospective, en regardant ce qui s'est passé au niveau financier ces dernières années. Alors tout d'abord, hein, le contexte. 2021 a été marqué par la réalisation, je l'ai dit déjà tout à l'heure, de nos 4 documents cadres. Vous savez que 3 sont déjà validés, le pacte de gouvernance, le schéma de mutualisation et puis le projet territoire. Et le 4e, qui est le pacte financier, est aujourd'hui étudié par les conseils municipaux. La validation du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, le PLUIH, la prise de compétences mobilité, la poursuite des investissements engagés sur le précédent mandat, comme notre tiers-lieu local, comme le pôle de service public ou le pôle social, et puis évidemment la gestion de la crise sanitaire qui a encore considérablement impacté l'activité de nos services. Alors maintenant, on entre dans les chiffres. Après cette présentation assez générale, on entre dans les chiffres et donc on va regarder l'analyse financière de la CDC. Alors, dans un premier temps, un rétrospective, et puis évidemment après, on regardera le 2022, puisque dans ce rapport des orientations budgétaires, il faut à la fois regarder les années passées et évidemment ce qu'on propose pour l'année à venir. Si on regarde un petit peu sur le 2017-2020, on n'a pas encore les chiffres officiels de 2021, c'est pour ça qu'ils ne sont pas affichés. Courbe bleue, les recettes de fonctionnement, courbe rouge, les dépenses de fonctionnement. Et bien si on regarde sur ces 4 années, hein, 2017 à 2020, eh bien on a une progression des recettes de fonctionnement de 1 150 000 euros, hein, si vous faites 8, etc., la différence, ce qui représente 14,9%, et 14,9% sur 3 ans, ça veut dire que ça fait 4,96 par an. Et ça, c'est important. Alors, vous allez voir tout à l'heure que quand on va mettre les projections 2022, ça se tasse un petit peu, mais quand même, c'est un chiffre qui va être très important pour les années à venir, hein, puisque vous savez qu'on va maintenant passer à la phase opérationnelle de notre projet de territoire, et évidemment regarder de très très près tous ces chiffres-là, notamment avec les emprunts qu'on va avoir à réaliser pour la mise en place de ce projet. Mais ça veut dire qu'on constate, je répète, hein, on constate sur ces dernières années une progression de nos recettes de fonctionnement. Allez, on va dire de 4,96. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va se rapprocher plutôt du 4,5. Mais en tous les cas, on est sur une progression de l'ordre de cet ordre-là. Alors, et les dépenses, elles, en rouge, si nos recettes ont augmenté sur cette période-là de 1 150 000 euros, nos dépenses ont augmenté, elles, de 1 130 000 euros. Donc, vous voyez que ça se resserre un petit peu entre nos recettes et nos dépenses. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près, comment se fait-il que comment nos recettes ont augmenté d'1 150 000 euros? Ça vient essentiellement du chapitre 73, hein, autrement dit du chapitre impôts et taxes, alors qui représente, on le dira tout à l'heure, hein, mais les impôts et taxes, c'est 74%, vous allez voir tout à l'heure, de nos recettes, et même sur 2022, c'est 77%, hein, donc c'est les 3/4 de nos recettes, et ce chapitre-là a donc augmenté de 1 200 000 euros. Donc on retrouve, hein, les 1 150 000 euros, les 1 200 000 euros depuis 2017. Alors comment il a augmenté de 1 150 000 euros? Eh bien c'est tout simplement que il y a eu augmentation des bases. Vous avez, hein, tout à l'heure, j'ai dit augmentation pour 2022 des bases de 3,4%. Eh bien, il y a eu augmentation sur les dernières années, donc augmentation des bases. Et puis, comme vous savez aussi, croissance démographique. Et ce qui fait que cette augmentation de cet article 73-111, pour être précis, c'est 583 000 euros. Ensuite, on a aussi 383 000 euros d'augmentation due à la GEMAPI. Hein, en 2017, on n'avait pas de GEMAPI, en 2020, on l'a. Donc, c'est ce qui crée cette recette nouvelle. Alors, attention, hein, c'est une recette, mais comme vous savez, qu'on reverse au budget annexe, puisque c'est un budget annexe qui traite cette gestion des milieux aquatiques. Donc, voilà un petit peu comment on peut expliquer nos recettes nouvelles ou l'augmentation des recettes sur ces dernières années.
vous dire que si ce chapitre impôts et taxes a augmenté, comme je vous ai dit, de 1 million 200 000 euros, on a une légère baisse de notre chapitre 74, qui est celui des dotations, puisque lui, il a baissé de 160 000 euros sur ces 4 années-là. Pour les dépenses, si on a une augmentation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 1 300 000 euros sur cette période-là, c'est 428 000 euros venant des charges à caractère général, 388 000 euros venant des charges de personnel et toujours nos 383 000 euros de GEMAPI, puisque, comme je vous dis, on touche et on reverse. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu les grandes lignes de ces dernières années. On passe maintenant à l'épargne. L'épargne, donc voilà, vous avez l'épargne brute, l'épargne nette, hein, je vous rappelle, hein, l'épargne, c'est ce qui reste pour faire nos investissements, et la différence entre les deux, hein, c'est le capital des emprunts. Autrement dit, quand on enlève nos recettes de fonctionnement, quand on fait la différence recettes moins dépenses de fonctionnement, on arrive sur l'épargne brute, on enlève le capital des emprunts et on arrive sur l'épargne nette, la fameuse épargne nette hein, dont on parle assez régulièrement avec vous dans les conseils municipaux pour le pacte financier et fiscal. Alors ça aussi, évidemment, un élément très important pour les prochaines années, puisque, je répète, hein, quand on va parler de prêts, d'emprunts bancaires assez élevés, eh bien, évidemment, il faudra on va regarder ces épargnes brutes et nettes, puisque, comme je vous dis, il y a le capital entre les deux. Alors, donc, comme vous voyez, hein, il est faible. Il est faible, hein, je répète ce que je dis aussi, ou ce qui était inscrit dans le pacte financier et fiscal. Si on prend l'année 2020, on est à 4,7% d'épargne nette, hein, ce qui est faible, 413 000 euros précisément. Et comme vous savez, hein, je le dis aussi, à cette pointe de 2019. Pourquoi une pointe en 2019? Parce que exceptionnellement, il y a eu un décalage de versement de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui aurait dû être versé en 2018. Donc on ne devrait pas avoir cette forme-là. Mais on voit bien quand même que, autrement dit, ça devrait être un peu plus linéaire, mais linéaire avec une légère décroissance. La dette, on passe à la dette. Alors la dette, aujourd'hui, au 1er janvier 2022, sur le budget principal, le capital restant dû, la dette de la collectivité, est d'1 825 000 euros. C'est peu, hein, c'est peu pour une collectivité comme nous. Mais alors, parallèlement, on a aussi 3 943 000 euros de dette sur les budgets annexes économiques, mais ces budgets-là, normalement, se financent par les recettes que sont les ventes de parcelles. Et donc, c'est comme ça que ces budgets-là s'équilibrent. Aussi, on a fait un crédit relais donc en fin d'année dernière, hein, donc pour le pôle de service et le pôle social, qui sera remboursé dès que les subventions et le FCTVA sera versé pour un montant de 2 900 000 euros. Et aussi, on a 2 lignes de trésorerie pour 1 200 000 euros qu'on a assez peu utilisées pour l'instant, puisque sur l'année 2021, les frais financiers ont été de 1 397 euros, donc c'est faible, mais comme vous savez, c'est en début d'année 2022, c'est maintenant qu'on va en avoir besoin. Normalement, puisque là c'est du 2022, hein, on n'a pas pris encore ces décisions, mais il sera proposé 2 prêts supplémentaires, un pour le pôle de service public de 3 250 000 euros et un pour le pôle social d'1 million d'euros. Dans ce cas, avec ces nouveaux prêts, eh bien, le remboursement annuel des intérêts serait augmenté de 58 000 euros. Et le capital de 96 000 euros. Bref, vous voyez, hein, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais parler du lancement du plan pluriannuel d'investissement, on est dans une phase maintenant où eh bien, la dette augmente, mais ce qui était annoncé, ce qui était prévu, et ce qui est logique pour réaliser des investissements, mais qui va nous demander évidemment un regard très, très, très minutieux et très pointu sur notre situation financière. Bref, voilà aujourd'hui la situation et je vous dirai tout à l'heure, peut-être qu'on reviendra sur cette diapo, comment la suite vous sera proposée pour la mise en place de notre projet de territoire et donc comment on pourra demain et faire évoluer et travailler cette dette-là. Pour finir sur cette analyse, la capacité de désendettement, 2,35 aujourd'hui, 2,35 années, ce qui est très peu, je le disais. Aujourd'hui, la collectivité est peu endettée. Elle passera à plus de 7 ans en intégrant les 2 emprunts qui sont notés, pôle de service et le pôle social. Et je vous rappelle ce que nous disait le bureau d'études qui nous accompagne pour le pacte financier, que généralement c'est autour de 11 à 12 ans que la situation, que le seuil plutôt, plus précisément, le seuil devient critique. Donc voilà pour l'analyse financière. Alors maintenant, on attaque les orientations
2022. Donc là, on a fait un petit point sur, dans un premier temps, une rétrospective, la dette. Et maintenant, parlons de cette nouvelle année 2022 avec la finalisation, pour commencer, des actions engagées avant 2021, le pôle de service public, le pôle social, avec la mise en œuvre du projet de territoire. Évidemment, je vais y revenir tout à l'heure quand on va être dans la partie investissement. La mise en œuvre du schéma de mutualisation avec 16 actions. Alors, un petit mot, une petite parenthèse là-dessus, puisque le bureau communautaire, l'autre jour, vous l'avez peut-être vu dans la note de synthèse, a pris des orientations sur ce schéma de mutualisation. 16 actions ont été proposées pour cette année 2022. Je vous rappelle que quand on a validé le schéma de mutualisation, en fait, le schéma se termine avec des pistes d'action. Et puis l'étape suivante, qui était inscrite dans le document et qu'on met en place actuellement, c'est la réalisation du plan d'action et donc la réalisation de fiches actions. Donc là, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est 16 actions pour l'année 2022. Les actions priorisées sont les groupements de commandes, la mise en réseau et la formation. Les formes de mutualisation les plus ambitieuses, celles qu'on aurait tous souhaitées dès maintenant au niveau budgétaire, notamment le recrutement d'agents dédiés à l'accompagnement des communes, n'a pas été privilégié. Ce n'est pas qu'il est abandonné, c'est qu'il n'est pas privilégié pour des raisons financières, et donc des solutions intermédiaires comme la contractualisation avec des prestataires externes a, elle, été privilégiée. Ainsi, le pilotage et la coordination des actions s'appuieront sur les ressources humaines existantes et notamment la chargée de mutualisation. Donc voilà pour la mutualisation et puis la finalisation évidemment du pacte financier et fiscal est aussi une des orientations de cette année. Alors, regardons maintenant en détail. En détail, pour cette année 2022, la section de fonctionnement puis la section d'investissement. Donc on reprend la courbe de tout à l'heure. Et donc, comme vous voyez, eh bien, on va conserver, en tous les cas, c'est ce qui va être inscrit, on va conserver la croissance de ces dernières années. Et je le répète, ça veut dire pour nos recettes de fonctionnement, une croissance d'environ 4,5%. Vous voyez aussi que les dépenses sont proches, ce qui veut dire qu'on a une capacité d'autofinancement qui est assez faible. Alors, si on regarde un peu plus en détail, c'est la courbe bleue, donc les recettes réelles de fonctionnement. Et donc on va regarder sur un camembert un petit peu quelles sont les grandes lignes de ces recettes 2022. Comme vous voyez, on va notamment avec le camembert qui va être présenté maintenant et les chiffres, vous voyez qu'on est un peu plus loin, d'ailleurs on est plus près d'une présentation budgétaire que d'orientation. Et donc le chapitre 73, on y va. Le chapitre 73 pour commencer, qui est le plus important. Donc voilà, quand on regarde un petit peu nos recettes de fonctionnement, comme je vous disais tout à l'heure, sur les dernières années, c'était 74% ces impôts et taxes, et sur le budget 2022, ce serait 77%. Donc 7 267 000 euros. L'an dernier, c'était 6 757 000 euros. Vous rappelez, si on parle un petit peu quand même pour commencer, puisque c'est quand même les 3/4 de nos recettes, vous rappelez que les taux n'ont pas évolué depuis la création de Nice Atlantique. Alors attention, une petite précision quand même sur ces taux. N'ont pas évolué, c'est-à-dire qu'à aucun moment le Conseil communautaire a voté une augmentation des taux, mais rappelez, pour ceux qui étaient élus au moment de la fusion de Nice Atlantique, qu'à cette époque-là, les taux des deux CDC sont différents. Si je reprends par exemple la taxe d'habitation, pour exemple, la taxe d'habitation du côté Pays Marandais était à 7,95 et du côté Courson était à 10,16. Et donc logiquement, il a été voté à cette époque-là un lissage sur 12 ans pour que tout le monde arrive au bout de 12 ans à 9,11%. Ce qui veut dire que pendant 12 ans, puisque ou le Pays Marandais était à 7,95, il y a une légère croissance des impôts du côté Maran, une légère décroissance du côté Courson, mais c'est le lissage pour arriver à un taux identique de tout le monde à 9,11%. D'accord ? Que les choses soient claires là-dessus. Donc, comme je vous dis, si on reprend un petit peu, donc là, cette année, en 2022, la loi des finances nous annonce une augmentation des bases de 3,4%. Et je vous le dis, mais je pense que je l'avais déjà un petit peu dit précédemment, il sera proposé une augmentation des taux
pour mettre en place notre feuille de route, notre projet. Mais ça, ce sera évidemment au prochain conseil. Ce sera le 23 mars au moment du vote du budget. Si on regarde un petit peu en détail ce 73 très rapidement, hein, donc l'impôt, les impôts fonciers d'habitation seraient de 1 712 000 euros. La fraction de TVA, avec l'augmentation de tout à l'heure, passerait à 3 360 000 euros. La taxe GEMAPI va augmenter. C'est une proposition qui vous sera faite. Elle était de 500, elle passerait à 550 000 euros, etc., etc. Bon, ce qui est important aussi, c'est la cotisation des valeurs ajoutées des entreprises, c'est 610 000 euros. Et puis, évidemment, on regardera tout ça en détail au moment du vote du budget. Ça, c'est le chapitre 73, autrement dit, le chapitre impôts et taxes. Le chapitre 74, les dotations et participations, 1 835 000 euros, 1 921 000 l'an dernier. Ça veut dire que c'est fait une baisse de 98 000 euros. Je rappelle ce que je dis aussi assez régulièrement devant les conseils municipaux, ce qu'on appelle la capacité, le coefficient plutôt, le CIF, le coefficient d'intégration fiscale est faible pour notre commune, pour notre communauté de communes, et ce qui fait qu'on a une légère baisse de nos dotations. Ensuite, le chapitre 75, qui est le chapitre des produits et services divers. Donc lui est passé à 72 000 euros, voilà, et c'est les autres produits en rouge en haut à droite. Et puis le chapitre des atténuations de charges passera à 100 000 euros. Voilà, donc ça, voilà les grandes lignes de ce qui vous sera très certainement présenté au moment du vote du budget. Alors j'aurais dû dire tout à l'heure un petit peu, je le fais maintenant, comment aussi ce budget va se préparer, puisque là on est sur les orientations. Donc il va y avoir plusieurs réunions, évidemment. Une réunion de la commission finances de mémoire le 28 février, mais vous aurez la date exacte tout à l'heure, mais je crois que c'est ça. Le 28 février, donc une commission finances qui va regarder notamment tout l'aspect technique de notre budget, je confirme, le 28 février, et puis un bureau communautaire le 9 mars qui regardera l'aspect politique du budget, donc autrement dit, le plan pluriannuel d'investissement. Donc 2 réunions préparatoires à la présentation du budget qui, comme je vous disais, sera faite le 23 mars. Je referme la parenthèse, donc ça c'était les recettes. Si je bascule maintenant dans les dépenses de fonctionnement, donc là, comme tous les ans, c'est bien plus partagé. C'est bien plus partagé. Si je commence par le chapitre des charges à caractère général, vous l'avez en haut à droite, il serait de 1 495 000 euros, 1 469 000 en 2021, donc une légère augmentation. Vous dire que pour l'instant, on intègre les 125 000 euros de ce qu'on a appelé l'entretien des espaces verts qui s'est fait avec AI17, mais vous savez aussi que le pacte financier pourrait très bien remettre, alors si la CDC remboursera aux communes comme il a été dit, mais ça pourrait être sous une autre forme comme il est proposé dans le pacte financier. Au niveau des charges de personnel, donc les dépenses de personnel, elles passeraient à 2 390 000 euros. Elles étaient de 2 137 000 euros en 2021, donc une augmentation. Mais si on regarde l'augmentation, si on regarde les 3-4 points principaux, et on les regardera encore plus en détail évidemment au moment du vote du budget, c'est notre tiers-lieu pour commencer avec animation et ménage, donc à la cale. C'est aussi une chargée de mission emploi, c'est une chargée de mission leader et PAT, c'est une chargée de mission Petite Ville de demain, alors remboursée à 100%. Pour la chargée de mission leader, remboursée grosso modo à 50%, puisque c'est une partie de son temps. Ensuite, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais pour l'animation de la cale, c'est financé aussi à hauteur de 20 000 euros pendant 2 ans. Donc la chargée de mission Petite Ville de demain remboursée à 100%, chargée de mission vélo remboursée à 80%, c'est-à-dire qu'on a des dépenses nouvelles, mais en face, on a des recettes nouvelles, puisque vous voyez que bon nombre de ces postes-là sont financés. Et dans les charges de personnel, important, on retire les charges du CIAS, puisque vous savez que c'est un budget annexe maintenant qui va gérer ce centre intercommunal. Voilà les grandes lignes du chapitre 12, du chapitre des charges de personnel. Et puis j'en termine, je ne vais pas tous les faire puisque ce n'est pas l'objectif ce soir. Juste le chapitre 10-65, les autres charges de gestion courante pour 2 836 000 euros, 2 837 même précisément. Donc c'est les autres charges de gestion courante. Bon là, on va retrouver les subventions qui vont être versées au CIS, aux associations, au budget annexe, etc. Je vous rappelle qu'il vous sera proposé pour les subventions aux associations une enveloppe identique à celle de 2021.
Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes de la section de fonctionnement. Et maintenant, pour finir sur ces chiffres-là, un mot sur l'investissement. Alors, deux choses, deux diapos. La première diapo, c'est dire que sur le budget 2022, on va faire des reports d'actions qui ont été lancés ces dernières années et qui vont se terminer cette année, donc sur ce budget 2022. Bien, vous voyez, si on commence par le violet, important évidemment, le pôle de services publics. Autre point important, action sociale, eh bien, ce sera le pôle social, donc avec les 2,8 millions qui sont inscrits ici. Alors, on peut voir aussi, quand on regarde une enveloppe importante pour économie tourisme, 916 000 euros. 916 000 euros, hein, c'est principalement le projet de tourisme fluvial, donc les bateaux habitables qui vont prochainement arriver sur la Sèvre. Alors, sachant que le montant de la dépense est de 661 000 euros, mais le reste à charge pour notre CDC est de 124 000 euros. Hein. Donc, autrement dit, il y a une grosse recette en face. Et puis, un poste aussi important, c'est transition écologique et mobilité, les 948. On va retrouver ici principalement la rénovation thermique des bâtiments, hein, ce qu'on a validé l'an dernier. Donc, autrement dit, rénovation thermique de l'ancien gymnase de Maran, du multi-accueil de Ferrières et de la ludothèque à La Laigne. Donc, voilà les montants les explications aux gros chiffres de ce report. Et puis, c'est là où on est en plein travail, c'est la diapo d'après, c'est le lancement de alors ce qu'on va appeler assez souvent, hein, donc aujourd'hui on va dire plan pluriannuel d'investissement, mais on va souvent l'appeler le PPI, hein, plan pluriannuel d'investissement, et donc autrement dit, c'est la déclinaison de notre projet de territoire. Donc, comme vous savez, 95 actions. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on regarde ce que ce projet de territoire, financièrement, nous amène, quoi. Alors là, aujourd'hui, sur ce dessin-là, on a simplement, pour l'instant, eh bien, inscrit les actions et donc les coûts de cette feuille de route. Vous voyez, si on prend en haut à droite, qu'aujourd'hui, on serait sur un montant de dépenses de 12 400 000 euros. Ce que je pense aujourd'hui, mais tout ça, on va l'affiner évidemment avant le vote du 23 mars, c'est que, évidemment, 12 millions, c'est très important, c'est très ambitieux. Malheureusement, très certainement, même si on attend encore certaines réponses, hein, notamment le pacte financier fiscal, malheureusement, on ne pourra pas aller à cette ambition-là. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est certainement, on devra se limiter à un investissement total de 10 millions d'euros. Et encore, je ne suis pas certain qu'on pourra le faire. 10 millions d'euros qui se financeraient avec 40% de subventions en moyenne. Certaines opérations seront mieux financées, d'autres moins. Je vous rappelle aussi à ce sujet qu'on a créé une cellule ingénierie à la CDC avec notamment une chargée de contractualisation. Vous voyez aujourd'hui comment les choses se font. Hein. C'est avec des appels à projets. Il faut être très réactif, il faut être très présent sur les financements de nos partenaires. Et donc, je vous rappelle qu'on a créé cette cellule avec cette chargée de mission et qui, entre autres, est là évidemment pour nous aider à obtenir, à regarder un petit peu comment les partenaires peuvent nous soutenir dans ces opérations-là. Donc 40%. L'objectif aussi, c'est d'avoir 4 millions d'euros de prêts. Et c'est là que, évidemment, tout ce que je disais tout à l'heure est très important, parce que 4 millions d'euros de prêts, ça va entraîner, en plus des 3 250 000 euros et du million du pôle social, donc des 4 millions de tout à l'heure. Donc vous imaginez que 4 millions, ce n'est pas rien. Si on va à 4 millions, je ne vous cache pas que là, on est en train d'y travailler aussi de façon très sérieuse et pointue avec les services. Je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité de rajouter 4 millions d'euros de prêts. Donc il faudra certainement revoir un petit peu à la baisse cette proposition-là. Donc, on regarde un petit peu toutes les incidences de ces nouveaux prêts pour la réalisation de cette feuille de route. Et puis, 4 plus 4, et il en reste 2. Vous allez dire, eh bien, les deux, c'est tout simplement 4 fois 500 000 euros. Donc, autrement dit, apporter tous les ans 500 000 euros. Je vous rappelle que c'est un des objectifs. Il a clairement été annoncé. Et vous voyez aussi qu'on est très juste. On n'est pas toujours à 500 000 euros de CAF net tous les ans. Bref, tout ça pour vous dire que ce projet là, on est en train d'affiner, on affine, et puis le mois prochain, comme je dis, après les échanges qu'on aura notamment en bureau, en commission finance, il vous sera proposé à la fois une section d'investissement évidemment pour le budget 2022, mais aussi
un plan pluriannuel d'investissement pour décliner notre feuille de route. C'est la dernière étape avant d'entrer dans cette fameuse phase opérationnelle de réalisation de nos projets. Je reviens quand même un tout petit mot sur la dette qui va augmenter, ça c'est évident. Mais comment un petit peu les choses sont calculées, je le fais très rapidement parce qu'on est sur des orientations. Mais vous avez vu tout à l'heure qu'on dit l'augmentation de nos recettes, grosso modo, est de 4,5% par an. Donc demain, on va avoir du capital supplémentaire à rembourser, des intérêts supplémentaires à rembourser. Donc autrement dit, il ne faut pas que nos dépenses de fonctionnement suivent la même courbe. Donc ça veut dire que nos dépenses, elles, il ne faut pas qu'elles suivent 4,5% par an. Par contre, on est en train d'affiner et on voit que si certainement nos dépenses sont demain de l'ordre de 2,5, peut-être 3% d'augmentation par an, eh bien on va dégager une CAF qui nous permettra de rembourser ces nouveaux emprunts. Ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais qui est important, c'est que le pôle de service, évidemment, c'est un coût important, mais vous savez qu'il va aussi abriter la Direction générale des finances publiques avec le pôle de gestion comptable, et il y aura une annuité, un loyer annuel de 45 000 euros. 45 000 euros qui va quand même évidemment être à déduire des nouvelles annuités ou des annuités provenant des nouveaux prêts. Bref, on est en train de regarder tout ça en détail et évidemment tout ça vous sera présenté au prochain conseil communautaire. Pour finir là-dessus, et c'est la dernière sur les chiffres, pour finir, là j'ai beaucoup parlé, non pardon, je voulais juste revenir sur ce qui est en bas à droite, juste vous dire que là, ce qui est présenté là, ce schéma-là, c'est pour les 10 millions, autrement dit le nouveau plan pluriannuel d'investissement, autrement dit cette mise en application de notre projet de territoire. N'oublions pas qu'avec nos budgets annexes, il y a aussi des dépenses très importantes à côté. La protection des populations avec le PAPI, qui aujourd'hui, alors tout ça c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas, évidemment, quand on parle des digues de Charon, on était encore en réunion, je ne sais plus quel jour, où on espère tous que cette fameuse digue nord se fera dans les prochaines années, mais vous imaginez qu'il y a encore quelques étapes à passer. En tous les cas, on y travaille pour qu'elle se fasse le plus rapidement possible, donc la protection des populations. Et il y a aussi les zones d'activité économique qui, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 millions sur ce mandat, qui sont financées par des ventes de parcelles. Donc à ça, à rajouter en quelque sorte au camembert qui vous est présenté au milieu. Voilà. Pour finir, puisque c'est obligatoire dans le rapport des orientations budgétaires, un tout petit mot sur notre politique des ressources humaines pour vous dire ou rappeler, puisque on l'a quand même présenté au dernier conseil ou à celui d'avant, on avait présenté, je cherche le mot, Jean-Marie, tu vas me le trouver, s'il te plaît. Le bilan social. Le bilan social. Alors on avait présenté le bilan social donc au dernier conseil, donc 83 agents, 67 titulaires, 6 contractuels, emploi temporaire, 26 contrats du centre de gestion. Si on regarde un petit peu la caractéristique, 34% de catégorie A, 11% de catégorie B, 55% de catégorie C, un personnel très féminin, 86% de femmes, 14% d'hommes, avec des rémunérations donc qui sont celles-ci. Alors donc ça c'est les charges brutes, tout compris, avec aussi bien budget principal que budget annexe. C'est pour ça que c'est pas le chiffre de tout à l'heure, puisque vous savez qu'évidemment sur le budget annexe petite enfance, on a des charges de personnel, donc titulaire 1,8 million, contractuel 570 000 euros et un CET, un compte épargne temps, de 1012 jours cumulés au 31 décembre dernier. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation des orientations. Pardon ? 83. La première ligne ? 67 plus 6 ne fait pas 83. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Alors attends, hop, je... On doit être en équivalent temps plein. Oui, alors attendez, hop, on va reprendre déjà. Oui, c'était parce qu'effectivement, c'est ce que dit Jean-Marie. Donc on va reprendre le détail. Équivalent temps plein d'un côté et en agent de l'autre, si tu veux mon avis. Mais ouais. Est-ce que j'ai oublié quand même ? Alors, pour être plus, mais c'est ça, enfin c'est exactement ça. Voilà ce que dit Jean-Marie. Donc d'un côté, il y a l'ETP, les équivalents temps plein, et pas. J'ai dû oublier une diapo juste sur les budgets annexes, juste pour vous les lister. Pour vous les lister, c'est les budgets annexes après les recettes. Juste avant, il n'y a pas de diapo sur les budgets annexes. Non. Alors je vous dis quand même.
qu'aujourd'hui, on a, à côté de ce budget principal, on a 11 budgets annexes. On gère aussi 11 budgets annexes qui sont donc le budget multi-accueil, des 4 multi-accueils, qui s'appelle budget des maisons de l'enfance, le budget environnement déchets. Vous savez, avec notamment, on en a parlé au dernier conseil, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le budget qui s'appelle pôle nature, alors qui aujourd'hui concerne le centre nature de Togon et l'embarcadère de Bazouin, mais vous avez peut-être vu qu'une délibération tout à l'heure vous sera proposée pour rajouter dans ce budget annexe qu'on appellera peut-être équipement, je ne sais pas quel nom on lui donnera, l'aire de camping-car qui devrait voir le jour à la Laigne. Un budget aussi vente d'électricité, ça c'est pour les panneaux photovoltaïques, c'est alors de plus en plus un gymnase de Courson, de Maran, magasin fermier, briqueterie, pôle de service public évidemment qui en aura, et le pôle social aussi qui en aura. Un budget atelier relais immobilier d'entreprise, où on va retrouver le tiers-lieu à Maran, mais aussi la zone commerciale de Charon, la zone de la Pénissière à Maran, la zone de Ferrières, la zone de Villedouf, etc. Et puis un budget, les budgets annexes aussi qui concernent l'aménagement des zones, la zone commerciale de Ferrières, le Beauvallon, Saint-François, Bel Air 2, et puis pour finir, le budget GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques. Donc voilà pour les 11 budgets aussi à rajouter au budget principal qui était présenté tout à l'heure. Et cette fois, j'en ai fait le tour. Voilà donc pour la présentation de ces orientations budgétaires et même dans un premier temps de cette rétrospective. Et donc cette présentation, donc comme je dis maintenant, voilà, amène sans doute une discussion, un débat et qu'on devra acter par délibération. Qui commence ? D'accord, je vous ai tous saoulés et endormis. D'accord. Allez, Roland. Alors, juste deux petites observations. J'ai bien entendu, et c'est intéressant, la loi de finances 2022, notamment sur les taxes d'aménagement sur les zones économiques, qui auront l'obligation d'être partagées avec les porteurs de projets et avec les communes concernées sur lesquelles une zone d'activité économique se développe sur le territoire. J'ai entendu au prorata, ça me fait un peu réagir parce que finalement, ça me fait plaisir et donc ça va quand même changer la donne dans le pacte fiscal à terme. Et on voit bien que l'évolution de nos dépenses et de nos recettes nous invite à vraiment être sensible, à vraiment porter le plus de sensibilité possible sur le pacte fiscal si on veut réaliser des aménagements et des projets collectifs. Et puis un autre point sur la fiscalité directe sur les ménages, notamment sur les taxes foncières, ménages et entreprises. Et c'est vrai, tu l'as rappelé avec justesse tout à l'heure, il n'y a pas eu d'augmentation des taux de l'Union Atlantique depuis sa création en 2014. L'augmentation de l'imposition et de la fiscalité a été faite que par les bases décidées par l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça c'est quand même important aussi à rappeler à nos habitants qui ont aussi été pour le 90% maintenant exonérés de la taxe d'habitation. Donc c'est peut-être le moment d'y aller, quoi. Ça c'est mon sentiment, voilà. Mais la fiscalité reste importante. Absolument, c'est les 3/4 de nos recettes. Y a-t-il d'autres remarques ? Donc je répète maintenant pour aller encore plus dans les détails et puis évidemment faire des propositions avant de redevenir devant le Conseil communautaire. Donc il y aura commission finance et bureau. Donc commission finance le 28 février et bureau le 9 mars. Non, pas d'autres remarques ? Bien écoutez, ce que je vous propose, c'est donc de délibérer sur les discussions que nous venons d'avoir. Est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions ? Bien, merci. Alors, on passe à la suite. La suite, le budget annexe pôle nature. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, il est à la fois proposé, puisque donc ce pôle nature, comme je vous disais à l'instant, c'est qu'on comprend le centre nature du Marais Poitevin à Togon et puis l'embarcadère de Bazouin. Et donc, il est proposé d'intégrer les dépenses et recettes liées à la gestion de l'aire de camping-car sur le site de la Laigne. Cette activité qui est assujettie à la TVA
comme l'embarcadère de Bazoins, ce qui n'est pas le cas du centre nature de Tegonf. Et donc, il vous est proposé, je répète, de rajouter à ce budget annexe ce nouveau projet, cette nouvelle activité qui est en construction. Mais peut-être que Roland veut en dire un mot. Il est en construction, dis donc on a bon espoir de pouvoir réaliser cette opération, en tous les cas cette année et avant la saison touristique, c'est-à-dire avant le mois de juin. Je bon espoir, si on rentre dans le temps programmé avec nos partenaires. Donc là, on a un bureau d'études qui est au cours de travail. On le fera en 2 étapes, l'aménagement de l'aire de camping-car et très probablement l'aménagement d'une petite boutique dans un 2e temps, puisqu'on est sensible aussi, nous les élus, à ce que tu viens de nous expliquer, notamment en matière de maîtrise de dépenses. Et donc, c'est une activité de développement touristique pour laquelle il y aura une recette. Une bonne partie des recettes seront versées par l'opérateur, notamment sur les droits de passage et de stationnement. Donc, c'est un budget qui, à terme, va s'équilibrer pour un montant de dépenses aux alentours de 120 000 €, quoi. Bien. D'autres interventions? Non. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Parfait, merci. Ensuite, vous savez aussi, il y a une délibération qu'on prend tous les ans, que le Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT, jusqu'à l'adoption du budget, donc pour nous fin mars, et sur autorisation de l'organe délibérant, donc du conseil communautaire, la communauté peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'année précédente. Donc pour pouvoir poursuivre nos investissements en attendant le vote du budget, donc je répète, il y a la possibilité d'engager 25% de ce qui avait été ouvert en 2021. Et donc c'est évidemment la proposition qui vous est faite ce soir. Alors avec le détail, vous l'avez dans la note de synthèse, mais c'est pour le pôle nature, la GEMAPI, les ateliers relais immobiliers d'entreprise notamment. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Non. S'il n'y a pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Pas d'abstention non plus. Merci. Allez, on change de chapitre. On passe aux ressources humaines. Jean-Marie. Oui, donc comme vous le savez, il appartient donc au conseil communautaire de fixer le nombre des emplois fixes au tableau des effectifs, emplois à temps complet ou non complet. Comme nous y invite l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, donc il vous est proposé ce soir l'évolution et la création de 17 emplois au sein du tableau des effectifs. D'abord, l'évolution d'un poste d'attaché principal territorial dans la filière administrative, puisqu'il s'agit d'un avancement de grade pour 2022. La création d'un poste d'attaché territorial, l'ouverture d'un poste d'attaché territorial sur la catégorie A, de façon à pouvoir remplacer notre agent qui est parti et pouvoir à son remplacement plus facilement. Un poste d'ingénieur territorial, là aussi, et donc c'est juste le résultat de l'obtention d'un concours. Et puis 3 postes d'auxiliaire de PER principal, là c'est une évolution de carrière. Et 11 postes d'auxiliaire de PER de seconde classe. Là aussi, ce sont des évolutions de carrière. Simplement, c'est la résultante des accords du Ségur qui font que la catégorie AS, auxiliaire de PER, passe en catégorie B et plus en catégorie C. Voilà, donc il vous est proposé ce soir de valider ces 17 postes, comme détaillé ci-dessus, et puis d'autoriser le président, d'adopter le tableau des effectifs, et puis d'autoriser le président à prendre toutes les dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération. Micro, s'il te plaît. Ouais. Sachant qu'effectivement, tout ce qui concerne les personnes qui sont auprès des enfants, ça nous échappe complètement. C'est vraiment un recalcul, une requalification qui est automatique. D'autres remarques? Non. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Bien. Pour délibération concernant maintenant le pôle social. Alors juste vous rappeler, enfin vous dire que donc on était tout à l'heure d'ailleurs avec l'équipe de maîtrise d'œuvre ou un représentant de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc les travaux devraient démarrer début mars. Vous dire qu'on avait, j'avais dû le dire au dernier conseil, il y avait certains lots qui n'avaient pas été fournis. Là, ce soir, en commission d'appel d'offres, et ensuite c'est une décision du président, donc c'est pour ça que c'est pas soumis, mais on a retenu des entreprises pour 2 lots sur 3, le lot carrelage et le lot serrurerie. Par contre, on a toujours aujourd'hui
un problème sur le lot couverture. Alors c'est un petit lot, hein, on ne refait pas toute la couverture, puisque comme vous savez, la couverture est neuve, donc c'est un lot de 40 000 €. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise pour ce petit lot-là, en quelque sorte. Le reste, donc maintenant, avec la décision de la commission d'appel d'offres tout à l'heure, donc est complet. Mais ce soir, ce qui vous est proposé, c'est un avenant pour la mission de maîtrise d'œuvre, puisque maintenant qu'on a passé le stade APD, hein, puisqu'on est même au début des travaux, donc autrement dit, on a passé le stade de l'avant-projet définitif. La rémunération devient maintenant, elle aussi, définitive, et donc il y a une petite augmentation de 196 €, et donc un avenant pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'on est un tout petit peu, à 1000 €, on est un tout petit peu au-dessus du départ, du montant de départ, et puis aussi proposer que cette maîtrise d'œuvre ait une mission de conduite d'opération pour les panneaux photovoltaïques qui vont être mis dessus. C'est plus de 600 mètres carrés de panneaux qui vont être mis sur ce bâtiment, ce qui nous fera 100 kW crête de production d'électricité. Et donc, on n'avait pas prévu au départ d'abord autant de panneaux et un encadrement par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, c'est ce qui vous est proposé ce soir. Alors, c'est un lot de 105 000 €, hein, et comme l'équipe de maîtrise d'œuvre prend 9%, eh bien, ça veut dire que ça fait 9 970 à rajouter aux 1196. Donc, autrement dit, ce qui vous est proposé par la commission d'appel d'offres qui s'est réunie tout à l'heure, c'est une augmentation de la prestation, une augmentation de 11 166 € pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce sujet-là? Eh bien, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Je répète ce que nous disait tout à l'heure le représentant donc de l'équipe de Karine Millet, c'est que le début des travaux est annoncé pour début mars. On passe au développement économique. J'ai fait voter? Non, je n'ai pas fait voter. Est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Bien, merci. Allez, on passe au DevEco. Sylvain. Oui, donc c'est pour une annulation d'une délibération qui avait été prise en avril 2021 par le bureau communautaire pour préempter une parcelle qui se trouve dans la zone de Beauvallon, dans la zone économique de Beauvallon, une parcelle qui a été mise en vente aux enchères. Donc la communauté de communes avait décidé de préempter pour y réaliser un local d'archives et également pour conserver, j'allais dire, une maîtrise sur le foncier dans cette zone économique, de la zone de Beauvallon. Malheureusement, donc, on a une personne qui a mis un recours devant le tribunal administratif de Poitiers, donc la société GT Automobile 17. La fragilité en fait de notre préemption nous oblige, et c'est le cabinet d'avocats qui conseille la communauté, nous invite à retirer ces délibérations, étant évidemment plutôt fragiles, et certainement on risque derrière, un, est de perdre, et deux, de verser une indemnité à la société qui a mis le recours. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'annuler la délibération de préemption sur cette parcelle, et puis d'autoriser le président ou ce représentant à prendre toutes les dispositions, évidemment, pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération. Il est bien évident que actuellement, pour préempter sur des zones économiques, il vaut mieux avoir des dossiers très bien construits, parce qu'on le voit de manière un peu générale, on a très facilement des recours derrière. Donc il y a tout un travail en amont à faire, évidemment, par les services aussi, et puis par le service d'aménagement du territoire sur nos zones, pour pouvoir préparer demain éventuellement un travail de préemption et de maîtrise foncière de nos zones économiques. Le droit de préemption. Alors, on va commencer par Corinne, et puis Alain et Roland. Quel était le motif du recours? Il a formé un recours pour quelle raison? Parce qu'il a répondu aux enchères.
D'accord, c'est qu'il a considéré qu'il avait été floué dans le cadre des enchères. D'accord, non, mais c'est la question que je pose parce que il y a forcément toujours une motivation. Et donc, vraiment, vous pensez que enfin, le cabinet d'avocats pense qu'il a des chances de gagner ce recours Oui, le garage a une chance de gagner ce recours, c'est ce que je dis. Okay. Oui, parce que sinon, on n'annulerait pas cette délibération. On était vraiment très intéressé par ce bâtiment. On n'a pas saisi une opportunité comme ça. On analyse évidemment toutes les DIA qu'il y a sur toutes les zones. On regarde. On a eu le cas récemment sur d'autres zones de la communauté de communes où on n'est pas allé préempter parce qu'il n'y avait pas un intérêt pour la CDC. Là, il y avait un intérêt réel au regard du bâtiment qui était sur cette parcelle, mais aussi par la situation stratégique de la parcelle derrière. Donc, voilà, c'est évidemment regrettable. C'est regrettable, c'est qu'on ne puisse pas conserver notre maîtrise de développement économique, même sur nos zones. Voilà. Si Alain, et puis Roland, attends, juste pardon, Alain qui avait demandé. Je voulais te demander, et pourquoi l'avocat prétend que l'on va perdre, et pour quel motif? Alors, j'ai pas le détail exact du courrier de l'avocat, mais il nous invite évidemment à retirer cette délibération parce qu'elle est trop fragile. Alors peut-être que François, qui travaille évidemment sur l'aménagement, puis qui a en plus une expérience, j'allais dire professionnelle, va pouvoir nous en dire un peu plus. Mais moi, j'allais dire, je crois évidemment le message de notre avocat, le conseil de notre avocat. Hein. Alors, François, ouais. Non, le principe, c'est que l'usage de la préemption doit reposer sur un intérêt pour la collectivité qui correspond à un projet et à une stratégie clairement identifiée et annoncée, de façon à ce que le candidat à l'acquisition ait une parfaite connaissance du fait que le terrain qu'il vise entre dans des préoccupations stratégiques au niveau de la communauté de communes. Le fait d'être simplement dans une zone d'activité économique et de vouloir constituer juste de la réserve foncière pour les besoins propres de la communauté de communes ou pour faciliter l'implantation d'une entreprise, etc., n'est pas suffisant au lieu de la jurisprudence aujourd'hui pour justifier de l'action préemptée. Donc aujourd'hui, il faut que ça corresponde à un vrai projet. Et ce vrai projet, il doit être connu et annoncé de façon à ce que le candidat à l'acquisition, il ait une parfaite connaissance de l'enjeu qui se cache derrière. Là, au cas particulier, même si je ne connais pas le dossier, ce que je pense, c'est que le confrère, il a juste laissé entendre qu'on n'affirme pas de façon suffisamment prégnante l'intérêt stratégique pour la communauté de communes et le simple fait de dire que le terrain est bien placé ou qu'il représente un intérêt parce qu'on pourrait envisager des développements futurs, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose de très costaud pour pouvoir le faire. Par contre, il y a quand même cette notion, mais ça, c'est le risque que doit peser la collectivité, cette notion de cet intérêt stratégique. Je vais vous donner un exemple, puisque nous, on vient d'utiliser la préemption sur notre commune. Nous, on a préempté une propriété qui est contiguë à la mairie pour pouvoir récupérer le morceau de terrain qui est derrière et constructible pour pouvoir étendre le service public. Et là, la contiguïté avec le terrain de la propriété publique fait que le tribunal administratif, lorsqu'on a interrogé notre avocat, ils nous ont dit, là, l'intérêt stratégique, vous l'aurez automatiquement, parce que vous êtes enclavé, vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas étendre, etc. Mais c'est vraiment ça, la clé. Et le problème, c'est que la stratégie qui consisterait à faire juste de la réserve foncière, aujourd'hui, le tribunal ne l'entend pas. Je voulais dire, quel métier l'entreprise de quel métier? Alors, il est réparateur de voitures. Alors, où on va être très vigilant, c'est sur le fait qu'il derrière ne fasse pas de vente de voitures. Hein, parce que je rappelle qu'on est dans une zone artisanale et que le commerce est interdit. Hein. Tout à fait. Roland. Rappelez, alors François a bien expliqué qu'effectivement il faut un projet, que tous les droits de préemption sont extrêmement sensibles, y compris sur l'urbanisme, sur l'urbanisme, sur l'habitat, quoi. Et pour rappel, la communauté de communes avait préempté dans le dernier mandat un terrain sur la zone de Beauvallon, notamment
pour développer le centre de secours, de service de secours. Et là, on n'a pas eu de soucis, même s'il y avait d'autres porteurs, tel le 404, hein, qui souhaitaient s'agrandir par derrière. Mais là, ça avait été amené à son terme parce qu'effectivement, il y avait un vrai projet derrière avec un vrai intérêt général, quoi. Oui, mais ce qui veut dire que ça oblige à avoir une vision économique à court terme, opportuniste. Donc ça n'a rien à voir avec une vision profitable pour la CDC à long terme. C'est ça que c'est en train de dire. C'est-à-dire que faire de la réserve foncière, je l'entends, mais si c'est pour structurer une zone complète, de redessiner ses outils, ses moyens, ses parcelles en fonction, pour moi, c'est parfaitement justifiable. Et ça ne peut pas se faire à l'affaire près. C'est-à-dire qu'il faut commencer par construire pour avoir quelque chose de cohérent après. Et là, en fait, on nous oblige à une vision et de développement à court terme. C'est quand même assez grave, je trouve. Hein. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec... Non, non plus. Pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ce que le juge aujourd'hui demande, c'est que la collectivité ait comme stratégie annoncée, ouverte, clairement identifiée. Et si c'est par exemple la requalification d'une zone parce qu'elle serait, entre guillemets, pas de qualité pour accueillir des entreprises dans leur développement, dans des conditions optimales, etc., qu'on écrive ce projet, que ce projet il soit clairement délibéré et qu'on en ait les modalités de financement, la stratégie juridique qui va avec, etc., autour de cette enceinte, et qu'à ce moment-là, en vertu de cette délibération et de l'action que nous aurions décidé d'engager en la matière, eh bien, nous ayons une stratégie de préemption quasi systématique des cessions. Ça pose un problème de fond. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est sur des emprises foncières qui sont, entre guillemets, je vais utiliser le mot, spéculatives, que ce soit en matière d'activité économique ou en matière de commerce, puisque c'est aussi de ça dont on parle, il va falloir peut-être se poser la question de savoir si, à un moment donné, on est systématiquement, lorsqu'on est aménageur d'une zone, obligé de vendre le sous-sol, de vendre le foncier sous-sol, et est-ce qu'on ne peut pas plutôt consentir des droits réels immobiliers sur le foncier sur-sol, permettant aux entreprises de s'installer, mais en gardant la maîtrise du sous-sol? Est-ce que ça ne peut pas être une raison à mettre en avant pour dire non, on préempte pour ça à long terme? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce projet-là, il n'a pas été délibéré autour de l'institution que nous représentons, et il faudrait que d'abord la commission éco, puis la commission aménagement de l'espace et cohérence territoriale fondent un projet commun ayant éventuellement cette stratégie, qu'on l'annonce, qu'on le délibère, qu'on y mette les axes financiers et le débat d'orientation budgétaire, peut-être un des outils qui nous permettent d'en fixer les objectifs, et à ce moment-là, on l'affichera dans les différentes zones concernées, et on pourra préempter dans des conditions optimales. Je rappelle juste qu'on a quand même des délais pour préempter et que ce que tu dis là, c'est compliqué de réunir ces commissions, de pouvoir monter un dossier pour pouvoir étayer une préemption. C'est ce qui nous est reproché, en fait. C'est simplement qu'il aurait fallu que le dossier soit constitué même avant qu'on préempte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est... Parce que finalement, la préemption qui a été souhaitée par la collectivité, c'est saisir une opportunité qui nous était offerte sur une parcelle particulièrement bien située dans la zone de Beauvallon, pour y faire de l'archivage, parce qu'on est aussi en manque évidemment de bâtiments pour pouvoir mettre nos archives, et puis aussi derrière, sur une parcelle qui est peu optimisée, parce qu'il y a un petit bâtiment avec une grande parcelle de terrain. Eh ben, l'objectif quand même de notre communauté de communes, c'est que sur nos zones économiques, on optimise le foncier. Voilà, qu'on arrête de le perdre. Et là, dans le cas présent, cette personne va évidemment récupérer le foncier de cette parcelle avec ce petit bâtiment, et il ne sera pas optimisé. Et je suis allé dire que déjà, on est dans une période où on a peu de foncier disponible. Et bien là, on n'arrive pas à l'optimiser. Et c'est vraiment regrettable. Si on mène le débat autour de cette enceinte et qu'on se fixe comme objectif, soit à travers le PLUI, soit à travers, plus au-dessus, le schéma de cohérence territoriale, qu'on a cette stratégie-là et qu'on l'annonce, à ce moment-là, ce qui nous est reproché aujourd'hui, qui est d'avoir une préemption opportuniste,
à ce moment-là, tombera parce qu'on aura défini une stratégie qui est de dire, par exemple, que pour développer une activité de réparation de voitures, il n'y a pas forcément un besoin de détenir l'intégralité de cette grande parcelle, puisque une surface plus modérée pourrait être utile et l'optimisation des surfaces pourrait être utile. Et à ce moment-là, on pourra préempter avec, pourquoi pas, l'option d'offrir à ce candidat acquéreur de lui recéder uniquement le morceau dont il a strictement besoin et qu'on ait la partie plus entre guillemets, exploitable et optimisable pour nous, et qu'on en assure la maîtrise et l'aménagement. Pour ça, il faut que, dans le cadre de la cohérence du territoire, et dans le cadre du travail que l'on fait au niveau de la commission aménagement de l'espace, eh bien, on fixe la stratégie ensemble avec le DBECO. Oui, ce qui est dommage, c'est ce que tu dis, si je le lis bien, c'est globalement, avec ce passage privé, on est tous les deux sur la ligne de départ face à cette opportunité. Un, avec un projet spéculatif, peut la saisir tout de suite, quand nous, globalement, on est obligé de regarder passer la glace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur une opportunité, puisqu'il faut avoir pensé maintenant tout ce qu'on va faire et les éventuelles opportunités qui vont arriver ou pas. C'est-à-dire que le marché évolue sur une base plutôt de privé, et des opportunistes créés, et nous, en fait, en gros, si on n'a pas pensé à tout avant, ce qui est quand même assez fou, on ne peut pas saisir de cette opportunité pour structurer. C'est exactement ça. On n'a pas le droit d'être opportuniste. On est une collectivité, on n'a pas le droit d'être opportuniste. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Allez, je vous propose, en tous les cas, effectivement, il y a cette réflexion à mener et voir comment dans l'avenir les choses éventuellement peuvent évoluer. Mais pour ce soir, oui, Corinne, une dernière intervention. Oui, une dernière question à poser, parce qu'effectivement, Sylvain, tu parlais d'avoir un bâtiment pour mettre les archives et tout ça. Est-ce qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une commission économique ou aménagement du territoire, de faire le point de l'ensemble de ce type d'équipement dont on aurait besoin et de déjà pouvoir constituer des pré-dossiers en disant, ben voilà, si on a la possibilité, il faudrait qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Et peut-être que du coup, on aurait des petits dossiers. Après, je dis peut-être n'importe quoi. Il faudrait voir. Oui, mais comme on dit, il faut qu'on ait cette réflexion-là. Il faut qu'on ait quand même un certain nombre d'équipements dont on a besoin et pour pouvoir dire, ben voilà pourquoi nous, on veut le mettre là, parce que c'est équidistant entre ci et ça et tout ça. Ouais. Mais au moins, on aurait des dossiers actés d'une façon générale. Mais c'est valable sur toutes les communes, de toute façon. Bien, en tous les cas, pour ce soir, donc la proposition est d'annuler cette préemption. On va passer au vote. Juste pour répondre à Corinne, ce travail de fond, ça y est, il a été entamé. On a, il n'y a pas longtemps, fait un COMEX sur les zones, et c'est un travail qu'on est en train de faire avec les services. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette préemption, elle est tombée avant que ce travail soit fait. Je suis navré, mais... Allez, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre cette proposition d'annulation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Bien, merci. Modification des statuts de l'Office de tourisme, Roland. Office de tourisme, Nice-Marais-Poitevin, donc une modification des statuts qui vous a été indiquée donc dans la note de synthèse et qui définit la nouvelle stratégie tournée plutôt vers l'action locale, avec ces trois volets, au service des visiteurs et des habitants, avec de la meilleure diffusion de l'information pour les visiteurs et les habitants, et avec les espaces dédiés aux professionnels boutiques. Ce qui est important également, c'est l'appellation. On souhaite officialiser l'appellation comptoir local destination au Nice-Marais-Poitevin, et on propose que l'Office de tourisme devienne le comptoir local destination au Nice-Marais-Poitevin. Il est donc demandé aux deux collectivités, la CDC au Nice-Atlantique et la CDC au Nice-Sud, de valider cette modification statutaire, et donc sera accompagné évidemment avec une modification de la charte graphique, et notamment avec le magazine L'Onisette. Voilà, donc tout ça a été validé par le comité direction de l'Office de tourisme avant les fêtes de Noël, et aujourd'hui vous est proposé pour émettre un avis favorable à cette décision de modification statutaire. Des remarques? Non, on passe au vote. Pas de contre, pas d'abstention non plus. Bien, transition écologique, les bornes de recharge, Jean-Marie. Oui, donc ce soir, il s'agit de transférer les bornes de recharge qui sont une située place Saint-Christophe-à-Maron, l'autre située aux abords du magasin fermier à Saint-Sauveur. Après leur remise en état et un bon fonctionnement, donc de transférer ces bornes de recharge au bénéfice du SDR. Donc le SDR prendra en charge la totalité des frais de fonctionnement associés à l'exploitation des bornes. Et donc il vous est proposé ce soir, au regard de la note de synthèse que vous avez tous lue, d'autoriser le président à transférer au SDR la compétence optionnelle infrastructure de recharge de véhicules électriques pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien, l'exploitation de telles infrastructures, l'exploitation pouvant comprendre l'achat d'électricité, et d'autoriser le président à signer la convention
avec le SDR. Sur ce point-là, on est sans doute allé trop vite. Quelquefois, j'entends trop lentement, mais non, là, on est allé trop vite parce que, comme vous voyez, aujourd'hui, hein, il est proposé de les transférer au SDR, mais ces deux bornes-là, c'est nous qui les avons installées, avec aujourd'hui des réparations importantes avant de les transférer. Alors, Ferrières, hein, pour moi, Ferrières est réparée. Semaine dernière, hein, il y avait un technicien, mais Ferrières doit fonctionner depuis 2-3 jours. Par contre, Marran, hein, c'est plus de 20 000 euros. Hein. C'est plus de 20 000 euros donc, de travaux pour mettre en état cette borne avant de faire le transfert. Donc, c'est des frais importants. Comment? La suite? Oui, là j'entends que du coup c'était d'abord la communauté de communes et ensuite c'est transféré. Quels sont les prochains projets d'installation des bornes et comment sera opérées ces installations fortes de cette expérience? Comme c'est écrit, donc nous étions sur la compétence. Cette compétence était optionnelle et nous l'avons transférée au SDR. Donc la création de nouvelles bornes appartiendra au SDR. Il aura aussi l'entretien, l'exploitation des infrastructures. C'est le SDR. C'est le SDR qui va décider de l'implantation. Je crois qu'il y a un schéma. Hein, oui, il y a un schéma d'implantation, mais en plus, ce n'est pas une implantation sauvage, dès lors que, bien sûr, l'ensemble des municipalités, dès qu'il y a une création, vous êtes impliqués ou concertés. Mais il y a un schéma de répartition sur le département. Enfin, moi, mais rapprochez-vous du SDR, évidemment, ou du service, ou de Jean-Marie pour avoir faire un point là-dessus, quoi. Comment? Non, c'est que les convertisseurs qui sont dessus, je crois que c'est ce qui a été changé à Ferrières, hein, je crois que c'est un convertisseur qui a été changé, et marrant, enfin, vous voyez, c'est des réparations importantes alors qu'elles sont très récentes. Et donc évidemment, voilà, on aurait peut-être dû attendre que le SDR, comme vient de dire Jean-Marie, tout soit transféré au SDR pour ne pas avoir ces charges-là, mais on voulait aussi être rapide. Voilà, donc la proposition de transfert au syndicat départemental d'électrification. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien. Ensuite, on passe à l'animation du PAPI. Jérémy. Donc, dans le cadre du PAPI, effectivement, on a recours à tout un travail d'animation donc qui est fait par une agent. Ce soir, ce qui vous est demandé, c'est de reconduire, bien évidemment, pour l'année 2022, cette convention et donc qui fait apparaître l'emploi de cette personne qui est financée à hauteur de 40% par l'État et 60% reste à charge à la CDC, donc une valeur de 24 000 euros. Voilà. Bon, des remarques? Pas. On passe au vote. Des contre? Abstention? Bien. François, une proposition de convention avec l'établissement public. Donc, il avait été évoqué déjà depuis plusieurs mois l'éventualité d'une convention de cadre souscrite avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, afin de pouvoir, comme on l'évoquait tout à l'heure, notamment en matière d'habitat, gérer l'éventualité de l'optimisation des réserves foncières à constituer et éviter, notamment c'est ce que Didier avait éventuellement annoncé, éviter des tendances spéculatives sur certains de nos territoires et notamment sur les stratégies d'extension poussées par certains promoteurs. Le problème, c'est que nous avions un problème de timing avec les élections régionales, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas aller, tant que la gouvernance de l'EPF Nouvelle-Aquitaine n'avait pas été renouvelée, nous ne pouvions pas aller plus vite, ce qui a amené dans certaines communes, notamment après la mise en place du PLUI, à avoir un petit temps de latence entre l'entrée en vigueur du PLUI et la convention avec l'EPF. Au passage, nous avons négocié certains points de cette convention, notamment parce que l'EPF voulait absolument que nous soyons contraints d'avoir usé l'intégralité de nos dents creuses avant de pouvoir utiliser la convention pour préempter certains terrains en extension. Ce point, donc moi, je n'ai pas participé à la négociation parce que malheureusement, je n'étais pas disponible, mais c'est Didier qui l'a mené.
La convention qui vous est soumise est donc le fruit du travail qui a été mené par Didier et les services, et en particulier Émilie et Estelle. Et donc, cette convention nous accompagnera pendant toute la fin de mandature et nous permettra de mener des stratégies de mutation et de gestion des réserves foncières à l'échelle de toutes les communes. À ce titre, la convention elle est cadre pour l'ensemble des 20 communes. Et ensuite, chaque commune fera état des besoins qui sont les siens, périmètre par périmètre, et des zones dans lesquelles il entend voir intervenir le PFNA. Ouais, ce qui est très bien, François, c'est que tu rappelles, alors en moins de 2 minutes, mais je sais que c'est possible, ce qu'est l'établissement public foncier et quel est son rôle, notamment sur l'intervention des... Et comment ça se passe, ils achètent. Alors, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, c'est un établissement qui est relativement récent, puisque sa mise en place avait été faite au moment de l'entrée en vigueur de la grande région, mais sa naissance historique était l'établissement public de Poitou-Charentes, et ça doit dater de 2008 ou 2010, si ma mémoire est exacte. Et nous avions contribué à sa création, puisque nous portions, à l'époque, Roland d'ailleurs était avec moi, au sein du Pays de Nice, nous portons cette création. La notion de EPF, c'est quoi? C'est un établissement financé par les régions et avec les moyens financiers de l'État et de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts et consignations, pour pouvoir, à l'échelle des territoires communaux ou des territoires des EPCI et de certains projets stratégiques de grandes régions, acquérir au nom et pour le compte des collectivités concernées, des emprises foncières, des bâtiments, des vieilles usines, des projets immobiliers stratégiques, de les porter pendant une durée de convention qui peut normalement être de 6 ans, mais qui peut par extension être prorogée selon les projets. Et dans le cadre soit de la mise en place d'un projet d'aménagement concerté avec l'EPF et avec une assistance à la maîtrise d'ouvrage, avec éventuellement des travaux sur de la réflexion architecturale. Et donc pendant cette période-là, c'est l'EPF qui porte, qui finance, et au terme de cette convention, la collectivité qui s'est fait porter peut récupérer son foncier, et avec un intérêt financier qui est relativement modeste par rapport à ce que la banque nous prêterait pour la même acquisition. L'intérêt aussi, c'est que ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est-à-dire d'acquérir pour, entre guillemets, faire de la réserve et revendre, l'EPF, lui, a le droit de le faire. Et ça veut dire, par exemple, que si vous avez une emprise foncière très importante pour laquelle vous avez un espace qui vous intéresse, mais une partie d'espace dont vous n'avez pas l'utilité, l'EPF peut acheter, peut porter pour vous la partie qui vous intéresse et ensuite revendre la partie qui n'est pas intéressante. L'autre utilité, c'est que c'est un outil qui permet de maintenir, dans certaines hypothèses, la protection de zones spécifiques, zones de commerce, par exemple, en centralité, zones d'activité économique ou zones d'activité, culturelle, artistique ou d'équipements publics et parapublics. Pour vous donner un exemple, la commune de Villedoux a eu recours à l'EPFNA l'année dernière, non, il y a 2 ans, pour pouvoir acquérir les bâtiments, les immeubles de la boulangerie, pour éviter que ce soit vendu à des promoteurs pour faire un immeuble d'habitation, et qui aurait conduit à la disparition de la boulangerie. Et donc, pour sauver le commerce, on a fait acheter l'immeuble par l'EPF et on reprendra l'immeuble au terme de la procédure de portage de 6 ans. Voilà l'intérêt de cet outil. Et c'est surtout aussi un outil qui vous permet d'avoir, lorsque la commune n'a pas financièrement les moyens parce qu'elle n'a pas mis dans son budget, puisqu'au moment où arrive le projet, elle n'a pas forcément les dispositifs financiers pour pouvoir le porter, ça permet de trouver un cadre juridique et financier à des conditions financières qui sont acceptables, compte tenu en plus que l'argent ne coûte pas très très cher aujourd'hui, pour pouvoir avoir le temps de la réflexion et de la mise en place d'un projet en commun avec l'EPF. Bien, merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Alors on passe au vote. Donc la proposition est de conventionner. Est-ce qu'il y a qui sont contre? Pas d'abstention non plus. Bien. Sylvie, à toi pour la programmation culturelle. Un petit peu de bonheur dans cette vie. Donc, nous allons vous proposer la programmation culturelle 2022. Je tenais à remercier Olivia et Nelly, les agents de la culture qui font un grand travail là-dessus et qui me soutiennent beaucoup. Donc voilà, j'en profite. Donc, vous pouvez voir
toute cette programmation culturelle qui s'appuie quand même, on essaye de tenir compte quand même des mesures sanitaires en espérant qu'elles vont disparaître, mais pour pas tout avoir à annuler ou quoi que ce soit, on s'est adapté une fois de plus encore en 2022. Donc cette programmation culturelle, beaucoup d'équipes artistiques, des auteurs accueillis au niveau des bibliothèques, des spectacles présentés, dont 3 créations nouvelles, des représentations, comme vous pouvez voir, des interventions artistiques, des résidences aussi, de compagnies locales qui sont accueillies, des créations artistiques, photos, et puis aussi des projets de médiation culturelle et de la pratique artistique. Tout ça, ça représente 121 heures aussi de médiation et des expositions sur tout le territoire. Pour un montant qui est estimé à 105 024 €, et tout ça subventionné à 60% à peu près. Et donc reste à charge à la CDC aux alentours de 42 000 €, ce qui est assez exceptionnel en subvention. 60% quand même, hein. Ce qui veut dire que les projets ils tiennent la route, hein, et que du coup nos partenaires nous suivent. Et ça, c'est important de le dire quand même. C'est pas partout qu'on obtient 60% de subvention. Merci Laurent. En plus, je dois dire que cette année, on a souhaité aussi se concentrer sur essayer du moins de trouver des compagnies et des artistes régionaux, départementaux. Et puis on conventionne des compagnies locales, bien sûr. Tout ça aussi parce que on a réfléchi sur le fait que les transports avec le coût du gasoil et tout ça, ça monte. Donc comme on est quand même un territoire TEPOS, normalement, hein, eh bien, à la culture aussi, on se positionne et on essaye de préserver au mieux tout ça, quand on peut. Mais bon, c'est vrai que principalement, oui. Non, avant de te laisser dérouler par rapport juste aux chiffres, hein, le 4227 cette année, l'an dernier, hein, c'était 41 300. Tout à fait. C'est le même montant. Le reste à charge pour la collectivité est le même que l'an dernier. Alors que l'année dernière, on était à 89 650 en programmation. Donc, en fait, pour le même quasiment reste à charge, on continue quand même à développer. Ça veut dire que nos partenaires nous suivent en subvention, ce qui est important, effectivement. Voilà. Je fais signe. Alors, je vais vous parler des visites insolites. Pour la 7e année, on continue à valoriser nos villages, nos communes. Ces visites insolites plaisent vraiment beaucoup. Donc, on se dit qu'on continue. Elles sont offertes aux communes et permettent aux habitants de découvrir d'une façon un petit peu particulière nos territoires. Donc là, il y en a quelques-unes de prévues encore cette année. Je vais juste vous dire à peu près les endroits, puisqu'on essaye de tourner tous les ans. Hein. Donc là, il y aura quelque chose dans la forêt de Benon, au d'Alré, et également à Charon, à Maran et à Saint-Jean-de-Libercé. Saint-Jean-de-Libercé, c'est au niveau du pôle social où on est en train de faire tout un travail, le temps des travaux, pendant toute l'année. Et donc, on va en même temps intégrer la laiterie dans la visite insolite. Voilà, donc vous aurez bien sûr, ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que nous présenterons le 24 mars à la presse toute cette programmation, comme on a l'habitude de le faire. Ce sera à l'envol à Longèvres. Et en même temps, d'habitude, on ne présente qu'à la presse. Là, en même temps, on présentera, ce sera, on l'espère, ouvert au public. Et pour ouvrir la programmation, il y aura Martine Tarot des Territoires de présenter, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais pour plein d'autres qui ne l'ont pas vu. Donc, c'est toute cette programmation qui partira le 24 mars. Et là, il y aura aussi une version papier et dans un nouveau format, et une version qui sera bien sûr disponible sur le site de la CDC. Également, nous avons l'idée de fabriquer un Facebook culturel où il y aura toute la programmation plus particulière, voilà, pour le public qui souhaite suivre les événements au fur et à mesure, et pour tous. Donc voilà, les visites insolites. Ensuite, nous avons donc toute la partie jeune public, où là, il y a vraiment 3 axes, hein, les 0-3 ans, les 3 ans, à partir de 3 ans, et puis autour des 6 ans, où il y a plein de programmations avec les Premières Neiges, qui est un spectacle spécial à partir de 3 ans, qui ont lieu sur Andilly, Benon. Il y a également Anglier.
à Longève et à Courson. Donc, vous découvrirez tout ça dans la programmation. C'est vraiment riche. Tout type on va dire, de public n'est pas... Enfin, on n'a oublié personne. On a essayé de se concentrer pour n'oublier personne. Ensuite, il y aura le site en scène. Alors, bien sûr, cette année, toujours à la briqueterie, ce sera autour du cirque et de la fête foraine, avec des manèges et des choses. On est encore en train de peaufiner. Tout n'est pas encore en place. Donc, on revient en juillet. On a été pendant 2 années à le faire en septembre, au vu de cette crise sanitaire. Et puis, après avoir un petit peu pris attache auprès du public, des élus, on se dit que, bon, juillet, c'était bien aussi. Donc, on recommence sur le 9 juillet. Si tout va bien, il y aura donc une belle journée de festivités jusqu'à assez tard. Donc, vous serez bien sûr tous invités pour faire la fête. Ensuite, nous avons tout ce qui est projet de territoire. Alors là, c'est un gros projet qui, j'espère, va vraiment pouvoir voir le jour. On a travaillé avec un plasticien, Fred Martin, qui propose tout un grand projet participatif sur le thème de l'origine de la Terre, en hommage au Marais et à notre territoire et à toute l'histoire qui tourne autour. Donc là, il y aura sur 4 communes du territoire qui ne sont pas encore totalement définies, tout un travail d'empreinte, de relevé d'empreinte des visages des habitants. Alors là, je vous laisserai découvrir. C'est assez exceptionnel et ça donnera des portraits en fait d'habitants de toute notre territoire, de toute l'ONIS, hein, et qui sera après installé. Vous voyez, ça c'est évidemment un projet qui a eu lieu ailleurs, mais sur ce principe-là, installé à la briqueterie, où on aura les visages des habitants. Voilà, ça c'est un beau projet parce que c'est un peu dans la continuité de comme on avait fait l'homme debout, hein, où les habitants avaient participé au projet, construit le projet. Ben là, c'est en fait dans la même démarche. Voilà. Ensuite, nous avons tous les temps forts autour de la différence, où là, on aimerait travailler effectivement sur tout ce qui est handicap. On a sollicité une compagnie, la Baleine Cargo, qui va nous proposer deux spectacles en fait, hein, autour de la différence pour tout âge. Il y a aussi un spectacle Poulette Crevette qui sera à destination du jeune public et ça sera complété par une soirée cinéma et également des rencontres au sein des associations et des bibliothèques de notre territoire. Ensuite, bien vieillir, parce qu'il faut effectivement ne pas oublier nos seniors. Et ça fait plusieurs années, là, avec toute cette crise sanitaire, où on s'était recentré aussi sur les EHPAD et avec nos personnes âgées qui vivent d'isolement hein, de façon importante. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait aller chez eux. Il y a eu déjà l'année dernière des chants, des rencontres jusqu'aux chambres pour les personnes qui ne pouvaient pas sortir. Et ça a été vraiment un projet. Donc, on a donc décidé de continuer et de travailler avec le collectif d'artistes autour de Peter et de continuer avec un photographe aussi, de partager la mémoire auprès de ces personnes âgées en chambre et d'aller vraiment jusque dans les chambres. Donc ça, c'est un très beau projet aussi, qui est dans cette belle continuité. Après, il y aura plein d'autres spectacles. Effectivement, Martine Tarot des territoires, comme déjà l'année dernière. Hein, donc, nous allons présenter à l'ouverture de la programmation au mois de mars. On a aussi l'Orchestre de chambre de la Nouvelle-Aquitaine qui revient nous rendre visite à Saint-Jean-de-Léversé dans l'église. Ce sera en octobre. Et puis, on a aussi des concerts à l'embarcadère de Bazouins qui auront lieu en juillet et août, avec un répertoire très chaleureux d'une violoniste et d'un guitariste. Donc ça, ce sera cet été. Ensuite, il y a aussi les résidences qui ont lieu à la briqueterie. Donc là, nous avons plusieurs compagnies qui vont être accueillies, 3, et, au sein de la briqueterie et qui donneront lieu à des représentations publiques. Là, les dates ne sont pas tout à fait encore arrêtées. Ça viendra bientôt. Nous avons ensuite tout ce qui est action éducative et médiation.
Donc tout ça, c'est en collaboration avec la DRAC. Nous avions signé une convention tripartite en 2020. Elle perdure. Ça nous permet effectivement de mettre en place des tas d'actions au niveau des bibliothèques, auprès des jeunes, des centres de loisirs. Et notamment Fred Martin, l'artiste qui travaille sur les visages, aura aussi un projet de territoire auprès des enfants et des jeunes. Il y aura des ateliers d'écriture, puisqu'on est axé aussi sur le livre, l'écriture, le partage au niveau des bibliothèques, et puis plein d'expositions et d'accueil d'auteurs qui partageront la littérature et l'écriture auprès des enfants. Donc voilà pour les actions éducatives. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y aura donc une nouvelle plaquette. L'année dernière, c'était une programmation assez c'était en grand format. Là, on réduit le format. On essaye de moderniser un petit peu tout ça. Donc la création d'une page Facebook culture, le lancement de la saison, comme je vous ai parlé, et puis également intramuros. On en a déjà parlé en bureau communautaire, mais j'invite tout le monde, la population, les habitants, de s'attacher à cette application qui est simple d'installation et qui permet de diffuser tous les agendas de la CDC, des communes. C'est vraiment, nous on l'a à Saint-Jean-de-Liversay, je sais qu'à Cran-Chaban ils l'ont aussi, et ça permet vraiment un partage de ce qui se passe sur le territoire et d'y mettre également les associations, les commerçants et de développer l'information, la communication tout simplement sur le territoire. Donc voilà, après avoir brossé à peu près le tableau, mais vous verrez quand la programmation sortira vraiment en diffusion, vous pourrez avoir plus de détails. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y aura toutes les dates et toutes les possibilités. Voilà, et tout ça, je le rappelle, gratuit pour la population, pour tous ceux qui y vont. C'est important quand même. C'est quand même une notion importante, ouverte à tous et gratuitement. Voilà, donc du coup, je laisse Monsieur le Président. Alors, qui souhaite intervenir sur cette programmation Pour compléter juste ce que vient de dire Sylvie, on a aussi le partenariat avec les universités qui sont accueillis sur le site de la briqueterie, les étudiants en formation culture et tourisme. Tout à fait. Tous les ans, on les reçoit à la briqueterie tous les deux. Et ça c'est très riche pour expliquer effectivement. Ouais. C'est nos agents qui viennent parler et présenter l'étudiant et la collectivité. Tout à fait. Puis faire la différence entre quel est le rôle d'un élu et quel est le rôle d'un technicien au sein d'un EPCI. Et d'ailleurs, cette année, nous avons une petite... au niveau de l'université, on les rencontre très bientôt avec Dominique. On va leur faire un petit circuit et on va finir à l'envol parce qu'on aimerait effectivement travailler sur la fête de la science. Et je sais que Dominique va en faire partie, si tu veux effectivement donner des précisions. Non, simplement rajouter que ça a toujours été la volonté de la commune de Longève de développer aussi l'accès à la culture scientifique. Et puis par ce biais-là, je trouve que c'est une bonne opportunité. Et nous nous rencontrerons la semaine prochaine pour essayer de prévoir quelque chose à l'envol pour couvrir un peu tous les pans de la culture et ce pan-ci l'introduire aussi dans la programmation de la CDC. Si je peux, la fête de la science, pendant pas mal d'années, elle a tourné sur la CDC, jusqu'à ce que son animateur prenne sa retraite. C'était quelque chose qui était très prisé par les enfants, et c'est bien qu'il y ait un relais qui soit pris. Bien, d'autres remarques? Oui, je me permets, Sylvie, juste un commentaire. Je voulais le faire dans les mots à la fin. Je voulais juste vous annoncer qu'on a ouvert à Benon une bibliothèque et je me permets d'en parler maintenant parce que justement dans cette programmation culturelle, les bibliothèques sont au cœur puisque une bibliothèque, c'est le premier lieu de culture. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer qu'on est très contents et fiers de cette ouverture à Benon. Bien, on passe... Qui fait d'ailleurs 18 bibliothèques sur le territoire. La 18e, voilà. Allez, je vous propose de passer au vote. Allez, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis défavorables à cette proposition ou des abstentions?
Très bien, merci. Alors, pour finir, avant peut-être certaines interventions, juste le calendrier. Non, Hop, j'ai encore un point, Jean-Pierre, je suis désolée. C'est par rapport à la crise sanitaire. Nous avions voté en 2020 un soutien aux compagnies par rapport aux annulations de spectacles. Donc, on l'avait déjà voté à notre arrivée en 2020. On l'a reconduit en 2021. On souhaiterait le reconduire en 2022, en fait, hein, en sachant que c'est une indemnité vraiment en dernier recours, puisqu'on essaye de reporter, de trouver toutes les solutions. Mais si à un moment donné, ça n'est pas possible pour diverses raisons, eh bien, on souhaite soutenir donc les compagnies, et il nous faut redélibérer et revalider cette indemnisation de 50% du coût de cession, comme indiqué, hein, qui ne rentre pas dans tout ce qui est annexe, hein, transport, hébergement, repas, c'est vraiment les frais salariaux et administratifs ou de fonctionnement liés à une annulation. Voilà, il faut on espère qu'on n'aura pas à le faire, mais on ne sait jamais. Donc il faut aussi qu'on se positionne sur ce sujet-là. Bien, non, pas d'observation là-dessus. Donc on passe au vote, pas de contre, pas d'abstention. Parfait. Alors avant de vous laisser la parole, juste au niveau du calendrier, hein, deux petites diapos. Tout d'abord, hein, donc vous rappelez, alors je vous disais tout à l'heure, hein, un certain nombre, mais j'ai évidemment pas toutes signalées. Commission culture, commission tourisme, le CIS, le club vélo grand public, donc ça c'est le 10 février. Commission finance, comme je vous disais, le 28 février. Le 2 mars, une conférence des maires pour échanger sur le plan vélo. La veille, il y aura eu une commission enfance, jeunesse et sport. Le 9 mars, le bureau communautaire pour parler budget. La commission transition écologique le 17. Le conseil communautaire le 23 mars avec le vote du budget. Le bureau communautaire le 13 avril. Et le conseil communautaire suivant sera le 18 mai avant d'en faire un avant les vacances d'été. Donc ça, c'est une première chose. Comme d'habitude, hein, vous aurez tout ça demain. Et je crois qu'il y a une autre diapo sur, voilà, pour trois visites particulières. Tout d'abord, le 3 mars est programmée une visite du chantier du pôle de service public sur la thématique paille. Alors l'occasion évidemment de vous dire un petit mot sur ce chantier qui suit son cours. Nous étions en réunion semaine dernière avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Même si hein, on a eu peut-être le sentiment pendant les vacances et un petit peu avant et après que le chantier n'avançait pas beaucoup, tout se passe comme prévu, hein, et on est dans la phase de la pose des charpentes, hein. Vous avez les images, on voit le bois là, qui est posé sur le côté et les murs vont être prochainement installés avec, comme vous savez, un ossature bois et isolation paille, et on est toujours sur une livraison du bâtiment mi-octobre et donc un déménagement avant la fin de l'année et un emménagement du pôle de gestion comptable aussi avant la fin de l'année 2022, si tout se passe bien évidemment, hein. Il peut encore y avoir des imprévus, mais pour l'instant le calendrier est tenu. Et puis 3 balades thermographiques pour le grand public, 10 février, 24 février, 3 mars. Je ne sais pas si quelqu'un, Jean-Marie ou quelqu'un souhaite dire un petit mot sur ces balades. Oui, vas-y là. Ah, toi, tu veux dire, ah oui, la première. La première qui est le 3 mars, la visite du chantier, là. La visite du chantier, toi, tu avais une autre date. Tu as reçu dernièrement une invitation, c'est ça? Non, mais là, on est dans le cadre de la commission transition écologique et mobilité. Et cette visite, elle s'adresse aux élus, simplement pour voir la technique paille. Il y aura une deuxième visite sur le chantier, le jour où on enduira la paille. Donc c'est juste pour faire appréhender aux élus comment est-ce qu'on pose la paille dans l'ossature. Et le deuxième point, ce sera juste pour faire voir comment on enduit, en fin de compte. Mais on n'est pas sur... Ah oui, non, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu as reçu ça dernièrement? Bon, on va regarder, on reviendra vers toi hein, pour te dire s'il y a un changement ou pas.
Voilà donc pour les dates. Oui, Philippe. Balade thermographique le 10 février, je ne sais pas s'il y en a peut-être une à Longève, mais il y en a une à la Laigne, alors je ne sais pas s'il y en a deux le même soir ou s'il y a une. On a reçu tout à l'heure. On a reçu tout à l'heure la petite. Alors, qu'est-ce qu'on nous a tout à l'heure, ce qui nous est. Non, de mémoire, je crois que c'est la Laigne. Alors. Non, c'est la Laigne. C'est la Laigne. Moi, je vois le 10, là, dans la petite plaquette qu'on a reçue tout à l'heure. Le 10 février, c'est la Laigne. C'est la Laigne. Et Benon, le 24. Benon, le 24, ça marche. Et le Courson, le 3. Donc, c'est une erreur. C'est pas Longève, c'est la Laigne. Jean-Pierre, Désolé pour Dominique. si je peux me permettre, par rapport aux balades thermographiques, Oui. on l'a eu à Saint-Jean, il y a la semaine dernière. Ouais, voilà, la semaine dernière, il y avait Sylvie avec moi. Faites vraiment une communication auprès de tous les habitants, parce que c'est très, très, très intéressant ce qui a été présenté. Malheureusement, à Saint-Jean, nous, même si on a communiqué, il y a eu très peu de personnes. Il y avait Sylvie, moi, une habitante et les personnes qui venaient présenter, et deux habitantes, pardon, et les deux personnes qui venaient présenter, alors que c'est très, très, très intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être à ces balades-là, puisqu'elle est présente. Il faut vraiment expliquer qu'il montre toutes les personnes qui peuvent aider justement à la rénovation énergétique. Et justement, après, la balade est très intéressante, puisqu'en fait, il montre les maisons qui sont très, très bien rénovées et qui montrent justement la réduction de perte d'énergie, et celles qui, juste à côté, c'est des passoires thermiques. Voilà. Donc, c'était juste un petit rappel, vraiment communiquer énormément sur ces balades-là auprès des populations. Merci. Bien. Est-ce que certains d'entre vous ont du coup d'autres informations ou des questions diverses, puisque l'ordre du jour est épuisé? Non? Eh bien, s'il n'y en a pas, on va lever la séance en espérant qu'à au prochain conseil, on puisse retrouver ces moments conviviaux de fin de réunion. Enfin, peut-être qu'on s'en approche de ce retour à la vie d'avant. On verra bien. En tous les cas, merci et puis bonne soirée. À bientôt.